Celui qui aspire à la liberté ne doit pas seulement la revendiquer, mais agir, tant dans le spirituel que dans le matériel, pour l'acquérir. La liberté est d'abord spirituelle avant de se manifester dans le physique. Il en est de même pour l'indépendance. Yenge, yenge, beauté. Aujourd'hui, la vidéo sera plutôt longue parce qu'il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui est un jour particulier. Un jour où il est nécessaire de se souvenir, mais aussi de célébrer. Une date où l'on commémore dans le souvenir de nos ancêtres, ceux qui se sont battus pour offrir la liberté, ceux qui n'ont cessé d'alimenter la flamme de la tradition originelle, ceux qui nous ont transmis ce feu ardent, cette lumière étincelante, afin que leurs descendants puissent s'y abriter. Je parle surtout de ceux par le truchement duquel nous sommes ici, nos ancêtres, ces êtres méritants, les Bakoulous. Fête des ancêtres, jour d'indépendance, jour de libération. Le mois d'août revêt une symbolique très forte pour les mélanodermes, pour les Africains, pour les Congos. C'est un mois chargé d'énergie particulière, un mois durant lequel des hommes et des femmes ont marqué l'histoire. 3 dates à retenir particulièrement. Il y a 3 dates qui vont retenir particulièrement notre attention. Le 14 août 1791, puis le 22 et 23 août 1791. Ces dates sont particulières car il y a maintenant 235 ans, des hommes et des femmes que le bourreau avait entassés dans des cales de navires furent déportés loin de leur peuple, loin de leur famille, loin de leur terre-mère, loin de leurs racines civilisationnelles. Ils ont été instrumentalisés, traités comme du bétail, forcés de travailler dans des champs de canne à sucre et de coton, fameux champs de coton. Ils subissaient quotidiennement des atrocités inimaginables. Pourtant, dans un tel contexte, ils ont réussi à accomplir ce qui paraissait impossible, ce qui paraissait impensable, du moins pour le commun des mortels. Car l'impossible n'est pas africain, l'impossible n'est pas Congo. Vous comprenez bien qu'on utilise le terme africain aujourd'hui, mais bon. Certains l'auront déjà compris, il s'agit de la révolution haïtienne. Il faut comprendre l'exploit qu'ils ont réalisé pour mesurer toute la portée de leur combat. Imaginez des personnes toutes originaires d'Afrique, mais provenant de régions différentes, de peuples différents, de villages différents, parlant des langues différentes, certes avec une parenté linguistique. Ces langues avaient parfois, même aujourd'hui on le reconnaît, l'Afrique, les langues qu'on peut appeler des dialectes ou ce que vous voulez, ont une parenté linguistique qui est très forte, qui est très prononcée. Mais elles demeurent distinctes. Donc, pour revenir dans le contexte, toutes furent déportées dans les Caraïbes. Toutes ces personnes-là, d'horizons un peu différents. Tous africains, noirs, mélanodermes, mais déportés.
dans les Caraïbes. Une fois sur place, elles furent séparées en groupes, réparties dans différentes plantations, surveillées et contrôlées jours et nuits. C'est-à-dire jour et nuit, ils étaient contrôlés par le bourreau. À la moindre résistance, à la moindre contestation, ou tentative même de révolte, les châtiments étaient d'une violence extrême, pouvant aller jusqu'à la mort. Un contexte qui poussait parfois certains à devenir les valets du bourreau, les fameux esclaves de maison, dans l'espoir d'obtenir quelques faveurs, devenaient alors de fait des collaborateurs au service de l'oppresseur. D'ailleurs, ce type de comportement continue malheureusement d'exister sous d'autres formes encore aujourd'hui. Donc, dans un contexte aussi complexe, plusieurs défis majeurs devaient être relevés. Le premier défi, comme je l'ai évoqué plus haut, était celui de la langue. Il fallait pouvoir communiquer, échanger, c'était crucial pour s'organiser. Si l'on ne se comprend pas, il est impossible de bâtir une dynamique de groupe solide. C'est quasiment impossible. Il faut qu'on se comprenne. Donc il fallait également s'assurer de ne pas être compris par le bourreau. Et au-delà de cela, il fallait que cette communication puisse fonctionner entre les différentes plantations. Parce que comme je l'ai dit, ils étaient séparés. Donc, ils ont réussi à relever ce défi-là en développant progressivement ce qu'on appelle aujourd'hui le créole haïtien. Une langue née principalement du contact entre le français, plusieurs langues africaines, notamment d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Afrique centrale. Le deuxième défi était celui des Banfioti, les fameux traîtres avérés, des esclaves de maison, mais aussi des potentiels traîtres. Donc, il y avait ce problème-là. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait les traîtres avérés, on savait qu'ils avaient... Voilà. Donc, les Banfioti. Et les potentiels traîtres. Parce que esclave de maison, qui dit esclave de maison, dit forcément qu'il y a des chances que... Même pas qu'il y a des chances. Bon, on se comprend. Donc il représentait un véritable danger. Celui d'être découvert avant même le début de la révolte. Il fallait donc les identifier, les tenir à l'écart et surveiller tous ceux qui étaient susceptibles de devenir des collaborateurs. Pour une raison ou pour une autre. Cela implique la mise en place de codes que seuls les membres de la résistance pouvaient comprendre, des mots, des signes, des regards, des chants, des symboles. Et ils ont également relevé ce défi avec succès. Le troisième défi était celui de l'organisation. Comme je l'expliquais plus haut, ils étaient répartis entre plusieurs plantations. Et il faut insister sur ce point, c'est important. Ils n'étaient pas libres de leurs mots. Les plantations étaient de véritables prisons à ciel ouvert, où ils étaient surveillés en permanence. Ils étaient contraints à travailler du matin jusqu'au soir. Il leur était interdit de quitter les plantations sans autorisation écrite ou sans billet de passage. Les rassemblements entre esclaves, ou plutôt de victimes, parce que c'est ce qu'ils étaient, des victimes. C'était des victimes. Appartenant à différents propriétaires. Donc les rassemblements d'esclaves appartenant à différents propriétaires, différents bourreaux, étaient strictement interdits, afin d'éviter toute tentative de révolte. Quant à ceux qui fouillaient ces conditions inhumaines-là, ils étaient traqués, capturés, puis sévèrement punis, parfois même mutilés, très souvent.
Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je vous invite à lire le Code noir. Mais je tiens à préciser, cette lecture peut être particulièrement difficile pour les personnes sensibles. Donc, dans un tel contexte, organiser une insurrection relevait d'un véritable exploit. Il fallait tremper la vigilance du bourreau. Il fallait réussir à transmettre des informations entre différentes plantations, parfois éloignées de plusieurs kilomètres, sans éveiller les soupçons ni des traîtres, ni des esclavagistes. Il fallait également coordonner des centaines de personnes, puis des milliers de personnes, sans disposer d'aucun moyen moderne de communication. Il n'y a pas de téléphone. Comment? Je vous laisse un peu imaginer toute l'ingéniosité que cela nécessite. Une véritable prouesse. Et enfin, peut-être le défi le plus important de tous, la confiance. Ah oui. Ils devaient se faire confiance les uns les autres. Ils devaient croire en eux-mêmes, mais aussi croire en leurs frères et leurs sœurs. La confiance. Voilà un autre défi qui demeure malheureusement d'actualité dans nos communautés. Nos communautés où la bienveillance est parfois perçue comme un piège. Ou encore pire, comme une faiblesse. Et c'est en surmontant tous ces obstacles qu'ils organisèrent la résistance. Puis, vient la fameuse nuit du 14 août 1791. Oui, la fameuse nuit. Durant laquelle fut posé l'acte qui allait transformer une simple révolte en une véritable révolution. Une révolution de libération. Le choix était désormais clair. La liberté ou la mort. Aucune négociation n'était possible. Cette nuit-là, ils se donnaient rendez-vous au bois Caïman afin d'y accomplir une cérémonie spirituelle de préparation à la lutte qui les attendait. Oui, cette révolution fut portée par des initiés, détenteurs du savoir spirituel africain, qu'ils avaient emporté avec eux dans les Caraïbes. La cérémonie fut notamment conduite par certains noms qui sont ressortis. On parle de Cécile Fatima, prêtresse. On parle de Douchi Boukman, chef spirituel et leader de la révolte. Des initiés. Et d'autres encore. Et en tant qu'initié, il considérait que la véritable libération était d'abord spirituelle. Il savait que pour remporter la bataille qui les attendait, il fallait rompre certains liens invisibles qui les maintenaient. C'est-à-dire qu'ils maintenaient leur peuple dans un état de domination. Ils estimaient également qu'il fallait mettre en mouvement certaines forces en eux. Donc mettre en mouvement certaines forces en eux-mêmes, mais aussi autour d'eux, dans leur environnement. Il fallait connaître la nature, comprendre le terrain, maîtriser son espace et mettre en échec les stratégies de l'ennemi. Dans la tradition africaine, même l'art de la guerre possède une dimension très spirituelle. Et concernant cette cérémonie, beaucoup de choses ont été dites. Certaines révèlent de la vérité, d'autres sont des interprétations, d'autres encore ont été
inventé afin de, comme toujours, hein, de diaboliser davantage la tradition africaine. Je vous encourage donc à faire vos propres recherches, avec discernement bien sûr, c'est important. Et gardez à l'esprit qu'il existe des réalités qui ne peuvent être pleinement comprises qu'à travers le prisme de la tradition qui les en fait naître. Mais en tout cas, une chose est certaine, cette cérémonie fut suivie quelques jours plus tard par le déclenchement de l'insurrection qui allait conduire à la révolution haïtienne. Jamais de hasard. Donc, après cette préparation spirituelle, la lutte pouvait commencer. C'est ainsi que la nuit du 22 au 23 août 1791, les plantations de canne à sucre et de coton s'embrasèrent. Des hommes et des femmes déterminés, armés de ce qu'ils avaient sous la main. Armés de lances, d'arcs, de tout ce que vous... Portant des hommes et des femmes qui portaient en eux la flamme de la résistance, animés par un profond désir de liberté. Ils allèrent arracher ce que personne ne voulait leur accorder. On ne peut qu'être admiratif devant le courage et la détermination que ces femmes et ces hommes ont manifesté. C'est incroyable. Donc s'ensuivirent de nombreuses batailles. Une répression particulièrement violente de la part des autorités coloniales qui ne voulaient pas laisser leurs victimes. Hein. Puis, au fil des années, une guerre qui allait profondément transformer le destin de cette colonie, hein, Saint-Domingue. Donc, de bataille en bataille, ces territoires qui n'étaient jusque-là une immense prison à ciel ouvert, comme j'ai dit, est devenue progressivement une terre libre. Cette liberté fut acquise grâce au courage, au sacrifice et à la persévérance de milliers de femmes et d'hommes. Ça ne s'est pas fait en un jour, en 2 jours, ça a pris du temps. Mais c'est arrivé. Le 1er janvier 1804, l'indépendance fut officiellement proclamée, donnant naissance à la République haïtienne. Haïti. L'un des héritages les plus connus de cette période est cette formule que beaucoup ont déjà entendue, du moins en partie, le fameux Kanga Mindele, Kanga Bandoki, Kanga Banfiochi. Petite parenthèse, je tiens à dire que l'énergie de libération qui a été utilisée durant cette nuit qui paraît mythique, cette même énergie qui a permis à la révolution haïtienne d'aboutir n'a rien d'anodin. Et cette énergie qui permet la libération, la vraie, est toujours utilisée jusqu'à nos jours dans nos traditions. La tradition Congo authentique. Et cette énergie, comme vous pouvez vous en douter, a un nom. Mais bon, revenons à la fameuse formule. Dans une traduction approximative, c'est toujours compliqué, hein? On pourrait comprendre. Donc, quand on dit Kanga Mindele, Kanga Bandoki, Kanga Banfiochi, on pourrait comprendre arrête, encore capturer ou capture, attache les blancs. Donc l'oppresseur à ce moment-là.
arrête, attache, capture les sorciers ou les êtres maléfiques, les forces malveillantes, si vous préférez, qui dans ce contexte-là étaient justement le bourreau, qui dans la vision de nos ancêtres, vu les atrocités, ne pouvait être vu que comme un être maléfique en fait. Et enfin, attache et arrête les fameux baviotis, les traîtres. Une formule qu'on pourrait raccourcir en disant empêcher aux nuisibles de nuire, empêcher au mal de proliférer, ou encore empêcher aux forces du mal et ceux qui ont décidé de s'allier à elles d'agir au détriment de leurs propres frères et sœurs, de leur propre civilisation, de leur propre tradition, de leur propre descendance. Le but visé étant tout simplement de stopper les engences du mal. Cette formule est interprétée comme une invocation visant à empêcher les forces nuisibles d'agir contre une communauté. Elle symbolise également la volonté de mettre un terme à toute forme d'oppression, de trahison et de destruction. Cette phrase est plutôt cette formule accompagnée, associée à cette force, cette énergie libératrice et révolutionnaire, énergie dont l'origine remonte à la nuit des temps, avait été utilisée il y a plus de 80 années, avant la révolution haïtienne. Et encore même avant cela, mais voilà, par plus de 80 années, par une grande dame, Mama Kimpavita, prêtresse Congo, qui déjà à son époque avait utilisé ces mots en Kikongo sous forme d'invocation, de prière, si on veut utiliser ce terme-là, de chant, toujours dans une optique de libération. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui lui était en partie dédiée, la flamme de la résistance ne s'est jamais éteinte. Après sa mort, elle a été transmise. Elle a traversé l'Atlantique. Elle a traversé l'Atlantique avec la traite. Et la même formule a été utilisée, c'est-à-dire la même formule qu'a utilisée Mama Kimpavita a servi de cri de ralliement spirituel et de résistance pendant la révolution haïtienne. C'est aussi grâce à la tradition orale qu'on peut remonter cette formule à Kimpavita, qu'il a utilisée au début du XVIIIe siècle. Dans un contexte, comme je dis, de résistance spirituelle et politique au sein du royaume Congo. Cette filiation est largement transmise dans plusieurs courants de la tradition Congo. Et en faisant vos recherches, vous trouverez certaines histoires. Mais beaucoup de chercheurs en la matière qui, faute de moyens, ont du mal à établir le lien avec certitude. Mais au sein de la tradition Congo, ce n'est pas une discussion, mais un fait. Ce qui est certain en revanche, c'est que la mémoire du royaume Congo, de ses traditions et de ses héritages, cet héritage spirituel a profondément marqué une partie des populations déportées vers Saint-Domingue, dans les Caraïbes. De nombreuses victimes de l'esclavage provenaient en effet du bassin du Congo, et plusieurs chercheurs reconnaissent aujourd'hui l'influence de la tradition Congo dans la formation de certaines pratiques religieuses, traditionnelles, spirituelles, culturelles haïtiennes. Donc, pour en revenir à nos chers ancêtres,
Parmi tous les exploits accomplis au cours de cette révolution, l'un des plus marquants demeure la défaite infligée en 1803 à l'une des armées les plus puissantes de son époque, l'armée napoléonienne, envoyée par Napoléon Bonaparte afin de reprendre le contrôle de Saint-Domingue et de rétablir l'autorité française. C'est une expédition qui allait connaître l'un des plus grands échecs militaires de son histoire. L'histoire de Napoléon, bien sûr. Donc des milliers de soldats français sont morts. De milliers de soldats français périrent, emportés à la fois par les combats, par les maladies tropicales aussi, notamment la fièvre jaune, mais surtout la résistance acharnée des révolutionnaires haïtiens. Parmi certains grands noms, certaines figures révolutionnaires, on peut citer Toussaint Louverture, dont le rôle fut déterminant dans l'organisation du mouvement. Il fut capturé en 1802, déporté en France. Mais son arrestation ne mit pas fin à la lutte. Parce que, bien au contraire, d'autres chefs ont poursuivi le combat, parmi lesquels on parle de Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, ainsi de suite. Donc après la victoire décisive, le 18 novembre 1803, l'indépendance de Saint-Domingue fut officiellement proclamée le 1er janvier 1804. Donc le 1er janvier 1804, Haïti devenait alors la première république noire indépendante de l'époque moderne. Et le premier État issu d'une révolte victorieuse de victimes de l'esclavage. Comprenez l'ampleur. Est-ce que tout cela peut représenter ? Cet événement bouleversa durablement l'histoire du monde. Et il démontre qu'un peuple privé de tout pouvait malgré tout conquérir sa liberté. Lorsqu'il retrouvait son unité, sa détermination et sa dignité. L'un des plus grands enseignements que nous laisse cette histoire est le suivant. On peut arracher à un peuple ses terres. On peut lui arracher ses richesses. On peut lui arracher sa famille. On peut même le déporter à l'autre bout du monde. Mais il existe une chose que personne ne peut lui enlever. Ce qu'il a cultivé à l'intérieur de lui-même. Ce que sa tradition lui a transmis. Ce que ses anciens lui ont enseigné. Ce qu'il a intégré au plus profond de son être. C'est exactement comme un médecin. Ce qui fait de lui un médecin n'est pas le diplôme accroché sur le mur, le bout de papier. Ce diplôme, il peut être volé, il peut être brûlé, il peut disparaître. En revanche, les connaissances, l'expérience, les années d'apprentissage et la pratique qu'il a acquise demeurent en lui. Ça, on ne peut pas lui enlever. Personne ne peut lui retirer. Il en est de même pour l'initié. Ce qui fait véritablement un initié n'est pas ce que l'on voit à l'extérieur. Ce ne sont pas les parures, ni les symboles, ni les objets rituels. Non. Tous ces éléments peuvent avoir leur importance et ont leur importance. Mais ils ne sont pas l'essentiel. L'essentiel réside dans la force intérieure que l'initié a développée grâce à un travail profond, à une discipline. On parle de discipline impériale. Une force née de la transmission, de la pratique, de l'expérience et de la réalisation spirituelle. Et cette force, personne ne peut lui enlever. Personne.
Imaginez un instant que les Africains déportés à Saint-Domingue n'avaient compté que sur des objets matériels, que sur l'apparat, comme j'ai dit à son importance, mais qui n'avaient compté que sur ça. Comment auraient-ils pu préserver leur tradition une fois séparés de leurs terres, de leurs forêts, de leurs lieux sacrés, de leurs anciens, de tous ces éléments-là? Comment ils auraient fait s'ils ne comptaient que sur ça? L'histoire aurait été sans doute très différente. Je ne pense pas que cette vidéo aurait été la même. S'ils ont réussi à transmettre, à porter, s'ils ont réussi à transmettre une partie de leur héritage malgré l'exil, c'est parce qu'ils avaient développé quelque chose de plus profond que les seules formes extérieures ne peuvent permettre. Quelque chose de plus profond. Ils avaient cultivé en eux une mémoire, une vision du monde, une spiritualité et une manière d'être qui pouvait traverser les océans. Et c'est précisément cette transmission qui a permis à une partie de cet héritage de survivre jusqu'aujourd'hui. Cette histoire nous enseigne également une autre vérité fondamentale. L'union fera toujours la force. Tant qu'un peuple demeure uni, il devient extrêmement difficile de le détruire. Nos ancêtres l'avaient parfaitement compris. D'où le communautarisme dans lequel on était. Et le bourreau aussi l'avait compris. C'est pourquoi il a appliqué encore et encore l'une de ses stratégies les plus anciennes de l'histoire. Diviser pour mieux régner. Le mal sème le désordre. Il nourrit les querelles. Il alimente la jalousie, la méfiance et les luttes de pouvoir afin de mieux s'immiscer dans la communauté et d'en prendre progressivement le contrôle. Ça n'a jamais changé. Et parce que le mal n'engendre que le mal, c'est cette même logique qui continue encore aujourd'hui de ronger bon nombre de nos sociétés. Le tribalisme, le nationalisme exacerbé, la xénophobie, les frontières héritées par la colonisation que nous avons parfois fini par considérer comme plus importantes que les liens qui nous unissent. Autant d'obstacles qui empêchent encore notre peuple de se fédérer et d'agir comme une véritable communauté. Nous parlons souvent de panafricanisme. Nous brandissons de grands idéaux. Mais combien d'actes posons-nous réellement dans ce sens? Les rivalités, les questions d'ego, la jalousie, les luttes d'influence, toutes ces divisions nous affaiblissent en fait. Sans compter la distraction. Beaucoup de distractions. Et ce même mal s'est parfois installé jusqu'à dans nos propres familles. Pourtant la famille c'est sacré. Le problème est avant tout civilisationnel. Il est également et surtout aussi d'ordre spirituel. N'oublions jamais que c'est en nous opposant les uns les autres que nos ennemis ont réussi à nous affaiblir par le passé. Et c'est en retrouvant notre unité que nous pourrons empêcher cela de se reproduire. C'est ça la solution. Mais pour cela, il nous faut les bons outils. Il nous faut une véritable révolution. Une révolution fondée sur nos propres traditions et sur les valeurs qu'elles véhiculent. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une rééducation pour les adultes et d'une véritable éducation pour les enfants. Pas un simple
assemblage d'influences contradictoires. Pas un semblant d'éducation, un espèce de mélange, une bouillabaisse remplie d'influences morales et spirituelles douteuses et non efficaces. Pas un mélange confus de références spirituelles, culturelles, morales qui répondent plus aux réalités, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux réalités de le contexte dans lequel nous sommes. Car les enfants, c'est l'avenir. Et il est de notre responsabilité de leur transmettre des repères solides. J'en suis profondément convaincu. Aucun peuple ne s'est développé durablement et abondamment en abandonnant sa tradition au profit de celle des autres. Ça n'existe pas. Un peuple qui cesse de transmettre ses usages, ses coutumes, sa langue, ses valeurs, sa spiritualité et la mémoire de ses ancêtres finit progressivement par perdre ce qui fonde son identité. Lorsqu'une génération ne connaît plus sa langue, lorsqu'elle ne connaît plus l'histoire de son peuple, qu'elle ne développe pas une conscience historique solide, lorsqu'elle ne comprend plus le sens de ses propres noms, donc le nom, qu'elle ne porte même plus ces noms-là, en tout cas fièrement, quand on connaît la portée du nom, c'est une folie. Lorsqu'elle cesse d'honorer ceux qui l'ont précédé, les Bakoulou, les nobles parmi les hommes, ceux qui ont réussi, alors quelque chose d'essentiel commence à disparaître. Car le nom est bien plus qu'un simple mot. Il est un marqueur d'identité. Il témoigne d'une histoire, d'une filiation, d'une appartenance. C'est un sujet que j'aborderai plus profondément dans une autre vidéo. Le sujet du nom. Car c'est important. Et lorsqu'un peuple renonce lui-même à tout cela, tous ces éléments-là, il s'éloigne peu à peu de ce qui faisait sa force. Je pense qu'il est important de comprendre une chose. S'inspirer des autres n'est pas un problème en soi. Avec une nuance sur laquelle je reviendrai plus tard. Donc, apprendre des autres n'est pas un problème. Coopérer avec les autres n'est pas un problème. Le véritable danger, il apparaît lorsqu'on renonce complètement à ce que l'on est. Pour tenter de devenir quelqu'un d'autre. Un tel peuple est voué à disparaître. Et dans le cas des mélanodaires, qui ont adopté et épousé la tradition des autres, le sort est même encore pire que la disparition. Parce que la culture, la tradition, le paradigme est la clé de l'épanouissement d'un peuple. Et malheureusement, en épousant, en rejetant, en vous détournant de ce qui est à vous, vous faites un choix. Le choix d'abandonner la seule chose qui peut et doit vous permettre de vous sortir c'est-à-dire de vous en sortir dans cette réalité. Surtout dans le contexte actuel. C'est important de comprendre ceci. Avec une nuance sur laquelle je reviendrai comme j'ai dit plus tard. La tradition de l'autre ne pourra jamais être la vôtre. Jamais. Ah ça, jamais. La tradition de l'autre ne deviendra jamais totalement la vôtre. Ne deviendra jamais la vôtre. Vous pourrez l'adopter. Vous pourrez la pratiquer. Vous pourrez même finir par croire que vous êtes identifié à elle ou vous êtes identifié à elle. Mais cela ne changera jamais ce que vous êtes profondément. Comme le dit une image que j'aime utiliser. Une très belle image. Même si on laisse un tronc d'arbre immergé
pendant 1000 ans. C'est-à-dire dans une eau, dans un lac ou je ne sais quoi. Ce tronc d'arbre-là ne deviendra jamais un crocodile. C'est ici que j'aimerais ouvrir une parenthèse qui sera peut-être un peu longue, mais qui a son importance pour ce sujet. Le léopard ne peut devenir un hippopotame ou un aigle, même s'il arrive à s'en convaincre. Car arrivé au moment de l'épreuve, le moment fatidique où il faudra demeurer dans l'eau, ou prendre son envol pour aller dans le ciel afin de rejoindre son perchoir, le léopard s'en verra incapable. Parce que là où dans l'eau, l'hippopotame est dans son élément, dans les airs, l'aigle est dans son élément, c'est bel et bien sur terre, sur la terre ferme, que le léopard est dans son élément. Mais si le léopard s'entête à vouloir ressembler à l'hippopotame ou à l'aigle, il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Il aura beau essayer de les ressembler, même s'il se rase les poils, il ne deviendra jamais un hippopotame. Ses poils ne se transformeront pas en plumes miraculeusement. Des ailes ne lui pousseront pas sur le dos. Et s'il coupe ses griffes, elles ne repousseront jamais en serre à serrer, en serre. Il sera juste devenu un léopard sans griffes, sans poils, affaibli et à la merci de tous. Surtout de ceux à qui il voulait ressembler. Le léopard peut s'entêter, essayer de les imiter. Mais il ne sera qu'une pâle copie de l'hippopotame et de l'aigle. Et ces derniers n'hésiteront pas de lui faire remarquer, à lui dire, à lui montrer que sa place n'est pas parmi eux, qu'il est différent. Mais le problème n'est pas la différence. D'ailleurs même la différence ne sera jamais un problème. Car dire cela reviendrait à dire que la source divine unique, que Mampungu, se serait trompé. C'est impossible. La différence, c'est bien. Elle a une raison d'être. Parce que si la différence était un problème, cela, comme j'ai dit, reviendra à dire que Mampungu s'est trompé. Ce qui vous en conviendra avec moi est une impossibilité. Ce qui fait la beauté de la création, c'est cette diversité-là. Une diversité qui n'est pas une opposition, qui n'est pas en opposition avec l'unicité. Tout est complémentaire et nécessaire pour cette grande expérience qu'est la vie. Tout ce qui existe, sans exception, aucune, est la source et a une importance. Et bon, pour revenir à notre fameux léopard, même dans son état, sans poils, sans griffes, ses semblables, les autres léopards, le reconnaîtront. Quand même il sera... ils le reconnaîtront et il sera toujours accepté comme un frère. Un semblable. Mais au milieu des siens, il sera comme un étranger. Les autres léopards le regarderont tantôt avec curiosité, tantôt avec tristesse et compassion. En voyant un frère semblable, sans poils, pour se distinguer des autres espèces, se camoufler, se protéger de la chaleur étouffante. De plus, sans griffes, ces outils essentiels à sa survie. Des outils qui permettent des actes essentiels, comme grimper aux arbres, chasser, marquer son territoire. Tout simplement se défendre. Ils sont devenus impossibles. Or, c'est tout cela qui fait de lui ce qu'il est. C'est qu'il lui permet d'exprimer sa nature de félin. Et plus précisément de léopard. Quand on regarde l'hippopotame et de l'aigle vis-à-vis de notre très cher ami notre très cher ami et frère le léopard sans poils et sans griffes là, leur regard sera plutôt un regard curieux, tantôt
Ce sera de la pitié. Surtout qu'il est sans défense en réalité. Le regard pourra se tourner vers du mépris parfois, voire même du dégoût, pour cette tête qui essaye à tout prix de lui ressembler. Et ne vous inquiétez pas. Comme il peut l'exploiter, il le fera. Comme ils peuvent l'exploiter parce qu'ils se rendent compte qu'il est dans cette position-là, ils le feront. Maintenant, essayons de l'imaginer. À ce moment, vous pouvez même mettre pause à la vidéo. Essayez de fermer les yeux. Essayez d'imaginer. Imaginez un léopard sans poils, sans griffes, qui essaye de se comporter, ou plutôt d'imiter tantôt un hippopotame, tantôt un aigle. Et voyez à quel point c'est absurde. C'est-à-dire, stop, vous pouvez même arrêter la vidéo. Imaginez un peu ce que ça donne. Parfait. Donc, quel sentiment cela vous donne exactement? Quel sentiment vous avez? Et malheureusement, ce léopard est un étranger pour les autres. Qu'il y ait du mépris ou pas, il est un étranger pour les autres. Et un étranger chez lui-même, c'est-à-dire parmi les siens. Mais ça, c'est compliqué. Même parmi les siens, il est étranger. Pas étranger parce qu'on le fera forcément ressentir comme un étranger, mais parce que lui-même, il est devenu étranger à sa propre nature, étranger à ce qu'il est. Mais bon, comme on dit, heureusement que les poils et les griffes, ça repousse. Mais dans le cas de notre cher ami, le mal est beaucoup plus profond. Parce qu'au-delà de ses poils, de ses griffes, ce qui est touché, c'est la conscience. La conscience de ce qu'il est réellement dans le processus de ce qu'est sa nature. Parce que dans le processus, il a réprimé sa nature. Mais il ne pourra jamais la changer. Car un léopard ne peut être qu'un léopard. Même s'il réussit à se convaincre qu'il est devenu un aigle, il ne pourra pas s'envoler dans le ciel. Et s'il s'entête qu'il grimpe au haut d'une montagne, qu'il saute, il s'écrasera par terre. Et là, la réalité le rattrapera. Parce que ce n'est pas la conviction, la croyance profonde de ces léopards convaincus d'être un aigle qui le fera s'envoler dans le ciel, miraculeusement. C'est faux. Cette croyance et conviction ne l'aidera pas à voler. L'aigle ne vole pas parce qu'il croit. Il vole parce qu'il est fait pour voler. C'est-à-dire que physiologiquement, instinctivement, c'est dans sa nature de voler. C'est de cette même façon que c'est dans la nature du léopard d'être sur terre, sur la terre ferme, les pattes à même le sol, marcher, courir. Fuir sa propre nature, c'est se détruire, se tuer à petit feu. Et dans ce processus de dénaturation, dans lequel notre ami et frère le léopard s'est mis, il y a toujours un point qui semble être un point de non-retour. Il a oublié quelque chose de très important, notre très cher ami léopard. Quelque chose d'essentiel. Je dirais même de primordial. Même l'aigle ne peut voler indéfiniment. Il faut qu'il se pose de temps en temps. Il faut qu'il se pose de temps à autre. L'hippopotame, lui, ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau. Tous ont besoin de la terre ferme, de la source. Cette terre ferme qui est l'élément, le territoire même du léopard, distrait, qui veut être dans l'eau et dans le ciel.
Maintenant, on peut refermer la parenthèse. Elle était un peu longue mais nécessaire. Je pense qu'on s'est compris. Et pour revenir à la nuance que j'évoquais plus haut, la nuance dont je parlais tout à l'heure est la suivante. S'inspirer des autres n'est pas un problème, au contraire. Chaque civilisation peut apprendre des autres, observer ce qui fonctionne, retenir ce qui est bon, surtout ce qui est bon. L'adapter à sa propre réalité, ça c'est important. Et l'intégrer sans pour autant renoncer à son identité. C'est là le point important. Car le simple copier-coller là, il ne fonctionne jamais durablement. Ce qui fonctionne ailleurs doit toujours être adapté au contexte dans lequel il est appliqué. C'est comme ça. On peut s'inspirer. Vous pouvez utiliser le terme copier. Ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau et qui peut fonctionner dans notre écosystème. Tout en sachant que le copier-coller ne fonctionne pas. En tout cas, pas très longtemps. Et bien évidemment, on s'approprie la chose. Mais là encore, il y a un autre sujet, le sujet de l'appropriation culturelle. Hein. Ça aussi, ça peut faire... ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Il y a quelque chose de particulier dans l'appropriation culturelle qu'il faut toucher. On le verra dans une autre vidéo. Donc, il faut l'adapter. Ce qu'on prend chez l'autre, il faut l'adapter à sa propre réalité, sans pour autant dénaturer sa propre tradition. Surtout que tout n'est pas bon à prendre. Et dans le cas des traditions africaines, de la tradition africaine dans sa grande diversité, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Ça pourra paraître osé et même prétentieux. Mais toutes celles et ceux qui ont étudié même un peu la tradition africaine et l'histoire même de ce monde savent que cette tradition est tellement riche qu'elle peut s'auto-alimenter, qu'elle peut s'auto-suffire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est les civilisations africaines, les civilisations mélanodermes, qui ont inspiré, c'est-à-dire qui ont inspiré tout le monde, tous les peuples de ce monde. La civilisation africaine, la civilisation mélanoderme partout, l'Égypte, tout ce que vous voulez là, a permis de... C'est le terreau fertile qui a permis la croissance et l'expansion, la création de toutes les autres formes de civilisation dans ce monde. Tout le monde a puisé dans la tradition africaine. Tout le monde. Pour mettre en place et enrichir la leur. À tous les niveaux. Ce n'est pas de la prétention de dire ça. Ce n'est pas non plus une tentative de rabaisser une tradition au profit de la tradition africaine. Non. C'est juste un fait. Et la vérité ne cherche pas à plaire. Donc, dans le cas du mélanoderme, de l'Africain, du Noir, le vrai travail, ce n'est même pas d'aller chercher ailleurs. Toute la matière est là. Le vrai travail consiste surtout à adapter certains éléments au contexte mondial actuel. Selon moi. Le véritable défi n'est donc pas d'imiter les autres, mais d'être capable d'innover à partir de ce que nous sommes déjà. La tradition africaine possède une richesse immense, une richesse encore largement sous-estimée. Celles et ceux qui ont pris le temps de les étudier savent à quel point elles sont profondes, complexes et structurées. Elles touchent aussi bien la philosophie qu'à l'organisation sociale, à l'éducation, à la spiritualité, à la médecine, à l'art ou encore la conception même du monde.
Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien apprendre des autres peuples ou des autres, tout simplement. Bien au contraire. Mais cela signifie que nous devons cesser de croire que toutes les réponses se trouvent nécessairement ailleurs. C'est faux. C'est faux. Les traditions africaines sont multimillénaires. Elles ont traversé les âges. Le savoir et les connaissances acquises sont d'une ampleur que on ne sous-estime même pas. Donc comme je dis, le véritable travail consiste peut-être à d'abord redécouvrir ce que nous possédons déjà, puis à l'adapter intelligemment aux réalités du XXIe siècle. Aucun peuple n'a besoin de renoncer à lui-même pour dialoguer avec les autres. La coopération n'exige pas l'effacement. La coopération n'exige pas l'effacement. Personne n'a absolument besoin de ressembler à l'autre. Tout le monde est parfait comme il est. Tant qu'il y a un respect mutuel, une relation saine, un rapport d'égal à égal, chacun apportant ce qu'il est réellement sur la table au concert des nations, les fruits d'une telle coopération ne pourront être que magnifiques. Chacun y gagnera grandement. Mais dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a qu'à observer tout ce qui se passe dans le monde. C'est exactement, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe lorsqu'on essaye d'imposer son paradigme aux autres par la force et par des moyens détournés. À un moment ou à un autre, il y aura rejet. Un peu comme une transfusion de sang incompatible. Mais l'univers sait faire les choses. Tout n'est qu'une question de cycle. C'est pour cela que tout a une fin. C'est pourquoi je crois profondément que chaque peuple possède en lui les ressources nécessaires pour retrouver son équilibre. Et pour le mélanoderme, il n'y a pas 10 000 solutions. Mais il y a une voie, la voie de sa renaissance. Cette voie passe par une réappropriation de notre histoire, de nos langues, de nos cultures, de nos traditions et surtout de notre spiritualité. C'est cette voie qu'ont emprunté nos ancêtres lorsqu'ils ont résisté. Cette voie qui a permis à nos ancêtres depuis l'Égypte antique de repousser l'envahisseur de nombreuses fois. Cette même voie que nos ancêtres, cette fameuse nuit du 14 août 1791 en Haïti, ont empruntée pour se libérer. Celle qui a permis à Vita Nkanga de résister au bourreau. Celle qui a permis à Mama Vita Kimpa de se rebeller et de tenir tête à l'envahisseur à 22 ans seulement. C'est important de le préciser. Celle qui a permis à Mabela Manganga de contrecarrer les plans du colon plus d'une fois. Celle que tant d'autres ont suivie. Celle de l'ancestralité. Celle de la tradition et la spiritualité qu'elle véhicule. La plus vibrante qu'il soit. La plus vibrante qu'il soit. C'est la voie que nos ancêtres ont choisie. La voie qu'ils ont empruntée pour se libérer. Et la seule qui nous permettra de nous libérer définitivement du joug de l'oppresseur. Du bourreau. Spirituellement et physiquement. Et dans cette voie, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on y est totalement, ce qui implique un travail de désaliénation et de réappropriation de nos cultures et traditions authentiques. Pas de place pour la demi-mesure et les mélanges bidons. Non. Soit on y est, soit on n'y est pas. Soit on y est, soit on n'y est pas du tout. Le choix nous appartient à tous. Personne ne le fera à notre place. Personne ne le peut d'ailleurs. Il en va de notre responsabilité. La responsabilité de l'aîné de cette famille humaine. C'est pour cela que ce message, ce récit n'est pas pour attiser la haine ou réanimer de vieilles rancœurs. Le mal n'engendre que le mal. Ne sert qu'à nourrir la haine et à la croître. Et c'est comme ça que de génération en génération, une chaîne de haine est perpétuée et se transmet comme un virus. Il faut qu'il y ait une rupture. Car celui qui agit comme son bourreau est pire que ce dernier. Car il a été victime de toutes sortes d'atrocités et de sévices.
Il a vu ce que cela a produit en lui, l'effet que ça a eu sur lui, sur des générations. Il y a des choses qu'on ne peut souhaiter même à son pire ennemi, hein, à son pire ami, hein, et dans ce cas précis à son petit frère. Mais il est nécessaire de se rappeler pour savoir où l'on va, il est primordial de savoir d'où l'on vient, de faire un bilan afin de mieux avancer, de ne pas commettre les mêmes erreurs, élaborer de meilleures stratégies. Il faut garder à l'esprit que celui qui reproduit les actes de son bourreau finit à son tour par nourrir ce même système qu'il prétend combattre. Alors pour le respect du devoir de mémoire, je tiens à rendre un hommage vibrant à nos ancêtres, vous êtres lumineux, vous, grandes guerrières, grands guerriers, à nos reines, à nos rois, à nos grands maîtres. Ô vous, grandes âmes, qu'honneur et gloire vous soient rendus depuis la constellation des ancêtres. Que votre lumière continue de nous éclairer le chemin. Cette voie que nous empruntons pour nous libérer en cette ère lumineuse du Verseau, cette ère de vérité où les masques tombent, où toutes celles et ceux qui écoutent ce message, peu importe où vous vous trouvez sur le continent, sur le Mantoto, sur la terre, peu importe l'heure ou la date où vous verrez cette vidéo, que vous entendez ces mots, que vous ressentez cet appel, le battement du tambour de la libération émis depuis la forêt sacrée. Cette tradition est la vôtre. Je vous souhaite d'atteindre de hauts niveaux de réalisation dans cette vie, comme l'ont fait nos ancêtres. Je vous souhaite d'aller toujours plus loin sur le chemin de votre réalisation en tant qu'être spirituel. Je vous souhaite de transmettre ce que vous aurez appris. Je vous souhaite d'être digne de celles et ceux qui nous ont précédés. Je vous souhaite surtout de devenir, à votre tour, une lumière pour les générations qui vous suivront. Et comme disait Mama Kimpavita, ce qui compte aux yeux de Mampungu, c'est la noblesse du cœur et l'innocence des intentions. Que ces paroles continuent de nous inspirer. Yenge, 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 matondo. Nzambi Mpungu tulendo, matondo. Tulendo lobakulu, zola. Matondo mami. Tela meno bisikongo. Tango yifu. Yenge, yenge, yenge. Matondo. Voilà qui marque la fin de cette longue vidéo. J'espère que vous avez pu arriver jusque-là. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter, car je sais que ce n'est pas chose la plus facile, hein, prendre son temps pour écouter de longues minutes de discours comme celui-ci. Donc je vous remercie de votre attention. Et encore une fois, Matondo.